Corinne Jacquet, bonjour. Vous êtes écrivain suisse et genevoise. J'ai lu récemment votre dernier roman, donc L'ombre de l'aigle, que j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai dévoré, je l'ai reçu à Noël, je l'ai dévoré en quelques jours et j'ai tenu de vous rencontrer car nous sommes tous deux écrivains suisses et genevois. Et tout d'abord, une première question, Corinne Jacquet. J'habite moi-même rue Jean Jacquet au Paquis. Est-ce que c'est un de vos ancêtres? Non, je n'ai pas d'ancêtre célèbre. Ah. Nous sommes une famille très modeste. Toutefois, vous êtes intéressé par l'histoire et ce livre en regorge. Vous vous intéressez à l'histoire de Genève, l'histoire fascinante et parfois méconnue de notre petite ville, république et canton. Brièvement, est-ce que vous pourriez nous présenter, sans révéler la trame du livre, mais nous présenter un petit peu votre carrière et surtout ce livre qui est vraiment très bien? Alors, ma carrière, elle est relativement simple. J'ai été chroniqueuse judiciaire et criminelle au défunt journal La Suisse, qui est mort il y a 20 ans. Et là, j'ai fait mes premières armes en tant qu'auteur, en faisant des livres de chroniques de faits divers, d'anciens faits divers. J'ai fait un livre sur la police, etc. Et je suis entrée en littérature en 97, très exactement. Et puis, ce livre, c'est mon 20e titre, et ce livre, c'est peut-être le plus historique de tous mes romans policiers. Il a été basé en fait sur ma curiosité par rapport à la Restauration et au 200e anniversaire de la Restauration que nous allions fêter à l'époque où j'ai commencé à écrire le livre. Voilà, donc je me suis intéressée à cette restauration et je me suis dit que c'était un sujet méconnu, comme vous disiez, qu'il y a des parties de notre histoire qu'on ne connaît pas assez. Et en fait, je suis partie dans cette aventure et j'ai construit un roman policier dans une page d'histoire, en fait. Je n'ai pas, contrairement à mes habitudes, écrit un roman policier et cherché des décors à ce roman. J'ai vraiment pris cette partie d'histoire, des fortifications de Genève, des anciens passages secrets qu'il y avait dans nos fortifications, et j'ai dessiné une histoire policière. Alors l'histoire est, comme je vous disais avant de commencer, l'histoire est très prenante. On est happé par les personnages, l'héroïne féminine, mais aussi les autres personnages masculins, avec des rebondissements assez, que je trouvais assez étonnants et sympathiques, et donc qui vous tiennent en haleine. Peut-être parce que j'écris moi-même sur les crises économiques et les effondrements économiques. En fait, et peu de gens le savent, dans une ville aussi riche qu'est Genève aujourd'hui, qu'entre fin 2013 et finalement 2015, il y a 200 ans, Genève a subi vraiment cette transition de la fin, le départ des armées napoléoniennes, l'arrivée de l'occupant transitoire, mais enfin autrichien. Et pour la population genevoise, ça a été un moment de tension, de stress, de difficulté, difficile. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus par rapport à ces moments difficiles qu'a traversé Genève? Ce qui est fascinant à l'époque, c'est que Genève est véritablement dans ses murs. Genève étouffe même dans ses murs. On a construit des maisons entre les maisons existantes parce qu'on est de plus en plus nombreux et qu'il faut bien se loger, mais on ne veut pas se loger en dehors des murailles. Alors on construit dans la ville, et la ville étouffe littéralement. Donc la Genève de l'époque, si vous prenez les plans, il y a plein de maisons qui ont disparu. Donc c'était une Genève étouffée, écrasée, avec autour d'elle des fortifications vastes à l'italienne. Très grandes même. Très grandes. Donc c'était pas du tout la Genève qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait cette espèce de village, comme village Astérix, un petit peu comme ça. Et puis autour des plaines, des terrasses partout, pour éviter que l'ennemi n'arrive trop près. Et en fait, on dit que c'est une des villes les mieux fortifiées d'Occident à l'époque. Et donc cette Genève-là s'est retrouvée aussi, le fait d'avoir cette ville terriblement étouffée comme ça aussi qu'on ne cultive pas de légumes dans la ville, on n'a pas d'animaux à abattre dans la ville, donc à un moment donné, quand on est reclus dans les murs et qu'il y a l'occupant français qui est parti, l'occupant autrichien qui est là, mais le français qui revient bombarder, on ne peut plus sortir de la ville
pour aller se ravitailler, vous l'avez peut-être lu dans le Oui. livre, on en vient à couper des bancs de bois pour brûler dans les cheminées parce Oui. qu'il fait froid. Enfin, je veux dire, la Tout à fait. situation de Genève est économiquement extrêmement particulière à cette époque-là parce qu'elle est repliée sur elle-même. D'autant que la Suisse n'est pas un pays riche à cette époque, pas comme aujourd'hui. Et on n'est pas encore Suisse. Et la euh, Suisse est relativement loin. Oui, Parce que Versoix, toute cette zone-là, c'était pas encore. On n'avait pas de connexion encore avec la Suisse. c'est vrai qu'on rappelle que la Genève a rejoint la Suisse il y a exactement 200 ans. Voilà. Et qu'avant c'était une république indépendante et qui a été, ça aussi peu de gens le savent, le chef-lieu d'un département français. Alors oui, ça c'est quelque chose qu'on nous apprend pas à l'école. Genève a été chef-lieu du département du Léman, qui était très grand, hein, et on a même failli le conserver. Quand il y a eu des discussions, on a failli le conserver aussi grand qu'il était. C'est l'histoire de religion, je crois, pour laquelle on n'a pas choisi, on n'a pas gardé. Oui, parce que ce qui était très embêtant, c'est que Genève était protestante et puis que la Savoie est catholique. Donc évidemment, ça ne jouait pas. Mais c'est un territoire très très étendu, hein, qui va plus loin qu'Aix-les-Bains, Chambéry. Enfin, on sait aujourd'hui qu'il faut un certain temps en voiture pour y aller. Donc à l'époque, c'était immense. Ouais. Vous décrivez, je ne vais pas révéler évidemment la trame de l'histoire, mais par un subterfuge de trame vraiment intéressant, vous révélez finalement un témoignage de la vie de cette époque dans les murs de Genève. On voit que même, et c'est un témoignage évidemment d'une famille très bourgeoise, malgré tout, c'était difficile de trouver de la nourriture, de gérer justement les forces armées de l'occupant autrichien qui parfois se comportent bien, parfois se comportent pas bien. C'est un occupant quand même, hein. Il est venu nous aider, mais enfin il occupe quand même. C'est pas un libérateur, l'Autrichien qui arrive n'est pas vraiment un libérateur. Et puis on voit cette peur de voir de manière angoissante, petit à petit, chaque semaine se rapprocher les forces armées de Napoléon, enfin, qui est revenu de l'île d'Elbe, et qui reviennent. Qui se rapproche chaque jour. Machine arrière, quand Napoléon remonte sur Paris, et si on veut faire ça un peu à la sauce bande dessinée, je veux dire, les petites armées, elles font demi-tour, puis elles se disent, pendant qu'on y est, on va retourner où on était à Genève, parce qu'ils étaient bien ici. Et les Genevois craignent que s'ils tombent sous le joug de nouveau de Napoléon, il y aurait une vengeance parce qu'ils ont trahi quelque part. Oui, et puis il ne faut pas oublier quand même que les Français sont partis... on leur a un petit peu fait des pieds de nez. Bon, il n'y a pas eu vraiment de bagarre. Ils sont partis par la place Neuve. Mais enfin, il y en a qui chantaient des chansons, des hurrahs. On a encore été assez cool avec eux, parce que d'autres endroits de la Terre, je pense qu'on les aurait massacrés. Ah oui, eux, on les a juste en Espagne, ça s'est mal passé. Voilà. Et donc, mais ils seraient revenus, je pense qu'ils nous l'auraient fait payer très très cher. Vous décrivez d'ailleurs qu'un grand nombre de familles quittent Genève comme ils peuvent, avec ce qu'ils peuvent, avec leurs malles, leurs meubles, leurs affaires, et vraiment on voit une sorte de système de réfugiés comme on peut le voir à Tout le à monde fait, et aujourd'hui. ça c'est totalement véridique. En fait, j'ai créé un personnage, merci de ne pas dévoiler l'intrigue, j'ai créé un personnage qui raconte, mais en fait ce que ce personnage raconte, c'est un concentré de tous les témoignages que j'ai trouvés, qui sont totalement vrais, qu'on peut trouver dans les archives de la ville. Les gens à l'époque tenaient des journaux, comme aujourd'hui on tient des blogs. Oui. Les gens tenaient des journaux dans lesquels ils écrivaient ce qu'ils faisaient tous les jours. Je me suis basée là-dessus, donc c'est totalement véridique. Vous disiez tout à l'heure que là, justement cette méconnaissance malheureusement de l'histoire telle qu'elle ne l'est plus enseignée ou pas assez bien enseignée dans les écoles, elle est pourtant un élément fondamental de la citoyenneté. En Suisse, nous avons la chance d'être peut-être une des dernières démocraties au monde, ça c'est mon avis. Comment est-ce que cette citoyenneté peut se reformer, comment se renforcer? Et clairement, on le sent à travers votre livre par l'héroïne principale qui est professeure d'histoire au collège à Genève. Quel serait votre avis, votre conseil pour les parents d'enfants, de jeunes d'enfants qui nous regardent et qui peut-être ont toujours se posent ce problème? Moi, j'entends beaucoup de jeunes qui me disent « l'histoire, c'est embêtant, ça ne m'intéresse pas », alors que moi, je l'adore et j'adore l'enseigner. Quel conseil pourriez donner aux parents ou aux enseignants qui nous regardent pour mieux enseigner l'histoire? Je pense que l'histoire, il faut la faire vivre, il faut la raconter. Je pense que le mieux pour un événement historique, c'est d'en parler avec des élèves. C'est par exemple de regarder un film sur
sur la chute de Troie. Je pense à ça parce que je sais que mon fils à l'école, on lui a montré le fameux film sur la guerre de Troie qui est absolument violent et tout. Mais Ouais. en fait, c'est une bonne base de discussion Ouais. avec des ados. Ça attire plus qu'un livre d'histoire. Ouais. Moi, j'ai toujours été une maman bavarde à la maison. Et quand mon fils avait un sujet d'histoire à l'école, j'essayais toujours de trouver des compléments, trouver des choses sympas dans ce que j'avais comme note, d'aller lui montrer un lieu, ou quand on est en voyage, de visiter des endroits et toujours donner l'arrière-fond de... On va visiter un monument en Grèce, on ne se contente pas de regarder le monument, on essaie de savoir à quoi ça servait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et les enfants, quand on leur raconte, comme tous les enfants, ils aiment qu'on leur raconte des histoires. Et l'histoire, il n'y a rien de mieux à raconter finalement. Ouais. Donc si on racontait l'histoire, elle passerait mieux, je pense. Ouais. Et ça permet d'expliquer aussi pourquoi lorsqu'on va en Grèce, tout est au British Museum à Londres. C'est pour ça qu'on va au British chercher la pierre de Rosette dans un couloir Exactement. absolument sombre et horrible et on dit, bah, tu vois, c'est ça. Ouais. Mais ça, je l'ai fait avec ouais. mon fils, par exemple. Et les enfants, ça les amuse quand on est en voyage et qu'on fait des choses comme ça. En tout cas, pour ceux d'entre vous qui aimeraient en savoir un petit peu plus d'une période de la très riche histoire de Genève, c'est un livre, L'ombre de l'aigle, on voit bien, voilà, que vous trouvez aux éditions Slatkin, vous le trouvez sur Internet, sur Amazon, on le trouve dans les librairies facilement. Et il sera certainement Kindle très prochainement. Voilà, donc ça c'est vraiment un livre qui touche à l'histoire. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'histoire, j'ai plaisir de vous offrir mon dernier livre, Femmes au bord de la crise. Ouh là là, je suis pas concernée, j'espère. Tout le monde est concerné. Vous verrez, je retrace un petit peu le siècle des femmes au cours du XXe siècle et comment on peut acquérir plus d'autonomie et plus de liberté par un certain travail. J'espère qu'il vous plaira. Et je vous remercie alors. Voilà. Merci pour cette rencontre. À très bientôt et au plaisir d'un prochain livre peut-être ici sur Genève. Volontiers, merci. Au revoir.